Dans le cadre d'Éléphant Classique, qui se tiendra du 19 au 22 novembre 2015 à Montréal, j'ai eu le plaisir et aussi la chance de m'entretenir avec Claude Fournier, qui est rattaché au projet depuis ses débuts. Grand passionné de cinéma, celui-ci nous fait part de quelques-uns de ses coups de cœur sur la programmation, mais également quelques anecdotes au sujet du projet Éléphant. Donc, ça fait 8 ans qu'on a commencé le service avec 25 longs métrages restaurés à ce moment-là. Donc, depuis, je dirais qu'on a fait d'énormes progrès. On a fait beaucoup de progrès en nombre de films parce qu'on approche 250, ce qui est beaucoup. Parce qu'Éléphant, c'est à toute fin pratique 2 personnes plus une équipe technique forcément, mais il y a tout. On s'occupe aussi, Marie-Josée Raymond s'occupe de tout l'aspect légal du projet. Elle s'occupe, parce qu'elle est beaucoup plus exigeante que moi, elle s'occupe de la qualité, du contrôle de qualité, elle s'occupe de la restauration. Moi, je m'occupe beaucoup plus de l'aspect artistique, de l'étalonnage et ces choses-là. Je dirais que c'est plus important encore pour les jeunes que pour nous, parce que souvent pour les gens qui ont mon âge, c'est le plaisir de revoir un film. Mais pour des gens plus jeunes, c'est pas juste le plaisir de voir un film, c'est de prendre conscience du passé d'une société, de l'architecture, des mœurs, etc., etc. Moi, j'ai trouvé, je sais pas, on a projeté hier, c'est samedi dernier, les ordres au Musée d'art moderne à New York. Puis j'ai trouvé cette analogie-là. Qu'est-ce qui arriverait au musée si on décidait qu'on n'expose aucun peintre passé 1900? C'est-à-dire qu'on scrape tout de Vinci, de Vinci, tout le monde, Michel-Ange, parce qu'on dit c'est trop ancien. Mais on se priverait d'une partie de l'art, de l'humanité, de la culture de l'humanité. C'est la même chose pour le cinéma. Ce que le numérique permet, c'est d'accrocher les Rubens et puis les Michel-Ange et puis c'est ça que ça permet. Ça permet de prendre conscience d'un des arts que je considère le plus complet, le cinéma, et de prendre conscience, en fait, de l'histoire d'une société, d'un pays. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est à cause du numérique c'est le numérique qui a permis non seulement de ressusciter ces images-là, mais de pouvoir les diffuser. Parce que c'est vraiment le contraire maintenant d'une cinémathèque. Une cinémathèque où, heureusement, ils gardent les films, mais ils les projettent avec grande précaution tant qu'ils peuvent. Et ils arrivent à un point où la plupart des films ne peuvent plus être projetés. Donc, je dirais que Éléphant, comme la restauration des films, pour moi, c'est extrêmement important et cette importance-là, on fait juste commencer à la mesurer. Parce que tant qu'il n'y en avait pas une certaine masse critique, ça pouvait sembler anodin ou anecdotique, la restauration. Maintenant, par exemple, que la France, avec le grand emprunt, est en train de restaurer une grande partie de son patrimoine cinéma. Les États-Unis ont commencé aussi, l'Italie, nous, on a commencé depuis 8 ans ici au Québec. Ben, on se rend compte que c'est presque une nouvelle forme d'art, ou c'est presque une nouvelle forme de communication. Il y a 2 films qui vraiment pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Un, c'est Clandestin, que j'avais vu, mais qu'on a maintenant restauré. Parce que c'est un film tellement actuel que c'est presque inouï que ce film-là a été fait il y a 20-25 ans, quand on voit les hordes de réfugiés maintenant qui se cherchent une place dans le monde. Ben, ce film-là raconte cette histoire-là et il date de 20 ans. Donc, il y a chez les cinéastes, je pense, il y a quelque chose il y a un côté qui est tout le temps prémonitoire chez les bons cinéastes. Un peu on remarque ça dans dans tous les films. Il y a toujours quelque chose qui est prémonitoire de ce qui va se passer. Et Clandestin est sûrement un film comme ça. Il y a un autre film qui
où l'anecdote me tient particulièrement à cœur, puis c'est moi aussi, je pense, parce que peut-être aussi parce que j'ai trouvé cette histoire-là, c'est que j'avais jamais réalisé que le plan Marshall, après la Deuxième Grande Guerre, avait forcé la Belgique et la France à ne plus fabriquer d'autos et à ne plus faire de films. Bon, la France, qui a toujours un côté plus rebelle, et aussi c'est un pays plus puissant que la Belgique, ont rapidement contourné l'interdiction et de faire des voitures et de faire du cinéma. Tandis qu'en Belgique, où on faisait beaucoup d'assemblage d'auto, il y en a plus eu. Et le premier qui a décidé de défier les décrets du plan Marshall, c'est Henri Storck, avec le banquet des fraudeurs, qui a fait en 1954. Et, bon, forcément, les Américains n'étaient pas contents, mais puis personne a menacé Storck, mais c'est quand même celui qui a eu le courage de faire un long métrage. Et en plus, il a eu l'astuce de le faire avec une partie de l'argent du plan Marshall, parce que le plan Marshall lui avait commandé un documentaire sur les bienfaits du plan Marshall en Belgique. Alors, quand moi j'ai vu cette histoire-là, ça correspond beaucoup, dans un sens, à notre situation, à nous, les Québécois, qui avons toujours été sous l'emprise et la domination du cinéma américain. Et je trouvais que c'était important de présenter ce film-là, parce qu'il y avait aussi une leçon à tirer, un enseignement à tirer de ça. Et on est d'autant plus content, José et moi, que c'est grâce à nous que le film a réussi à obtenir l'argent du grand emprunt à Paris et à se faire. Donc, ça va être une première mondiale du banquet des fraudeurs restaurés. Clandestin, c'est aussi une première mondiale. Et Entre la mer et l'eau douce de Michel Beau, c'est aussi une première mondiale de ce film restauré. J'avais aucune idée que la première femme, la première cinéaste au monde qui a utilisé le cinéma pour raconter une histoire, c'est Alice Guy. Et c'est quand même en 1895, j'étais absolument estomaqué. C'est en même temps que les Frères Lumière. Et ce qui m'a le plus désorienté, c'est que, comme d'habitude, Alice Guy a été un peu reléguée aux oubliettes de l'histoire. Tout le monde a fait l'apologie des Frères Lumière, de Méliès. Je trouvais que c'était tellement injuste qu'avec Marie-Josée, on s'est dit, en plus que c'est le 75e anniversaire cette année du droit de vote des femmes au Québec, on s'est dit, il faut rendre hommage à Alice Guy, il faut que les gens sachent qui est cette cinéaste. Et donc, on a 11 petits films restaurés d'Alice Guy. Et ça nous fait extrêmement plaisir parce que, justement, il faut que les gens sachent que la première utilisation du cinéma comme outil pour raconter une histoire, bien, ça a été inventé par une femme et pas par un gars. Je trouve que c'est formidable parce qu'en plus, on fait une rencontre justement pour discuter un peu de la place des femmes de cinéma. Parce que malgré tous les efforts, les femmes ont encore une place relativement légère dans le monde du cinéma. Donc, de ce côté-là. Puis en même temps, on rend hommage aux 120 ans de Gaumont parce qu'Alice Guy a été quand même la première cinéaste que la Gaumont a eue. Elle a commencé, c'était une petite secrétaire qui a dit tout à coup à Gaumont, est-ce que je pourrais pas essayer de faire du cinéma? Puis on dit, ben oui, mais essayez, surtout si vous faites ça en dehors de vos heures de secrétaire, on va vous permettre. Et c'est là qu'a commencé l'histoire d'Alice Guy, qui est une des plus grandes cinéastes du monde, mais dont, hélas, le patrimoine est presque entièrement perdu. Mais pour nous, c'était important d'essayer de faire connaître Alice Guy.